vous transforme. Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à la gestion durable des écosystèmes de mangrove avec deux invités sur ce plateau. Madame Ida, comment on peut mesurer au Togo les conséquences liées à cette dégradation de l'écosystème des mangroves? Comme le professeur vient de le dire, je dirais que pour mesurer cela, c'est aussi facile. Je pense que le mieux serait de se référer aux données existantes par le passé et de comparer cela avec les données existantes aujourd'hui. De faire la comparaison et de voir ce qui va, ce qui ne va pas et ce qui va, et voir comment pallier, trouver des solutions. Est-ce que les populations vers lesquelles vous allez comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la destruction de ces mangroves? Oui, déjà par le passé, les communautés locales qui sont dans la zone, leur activité principale c'est la pêche. Et ça c'est issu c'est dû à la présence de la mangrove. Et pour la petite histoire, je me rappelle, un chef de village me disait que dans le temps passé, lorsqu'ils sont en saison de pluie, mais le village a une odeur fade, c'est rempli de poissons, à cause de la présence des palétuviers, de la mangrove. Mais malheureusement, ça a été coupé, suite à la coupe anarchique, mais il n'y a plus assez de poissons. Alors, ça veut dire que la présence de ces mangroves est une aubaine pour, comment on appelle, les poissons? Effectivement, ça permet aux poissons de s'abriter là pour leur prolifération. Donc, puisque la population coupe les mangroves n'importe comment, du coup, il n'y a plus assez de poissons, il n'y a plus assez de crustacés. Bref, il n'y a plus assez de produits halieutiques. Et la population souffre énormément de la pêche. Et du coup, ces activités que nous faisons avec la population, maintenant la population me met consciente qu'il y a une plus-value. Autrement dit, il y a maintenant la régénérescence. Les produits halieutiques reviennent normalement. Au moins, il y a de quoi fumer le poisson avec les femmes marieuses. Il y a de quoi pêcher avec les pêcheurs également. Professeur, les populations riveraines, les populations locales, vous avez le sentiment qu'elles ressentent cette dégradation des services écosystémiques liés à la mangrove? Bien sûr, d'une manière ou d'une autre. Je voulais revenir sur les conséquences en les distinguant à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le côté social que vous avez abordé. Vous savez, Madame Ida a bien fait d'insister sur l'approvisionnement en ressources alimentaires, en ressources halieutiques et en ressources forestières, en produits forestiers. Et donc, vous savez, les palétuviers, vivant dans un milieu complexe, ont développé des stratégies. Le palétuvier rouge, le rhizophora, a des racines échasses. Ce sont des racines aériennes qui partent directement des branches et qui jouent le rôle de support au substrat pour éviter que la plante puisse être emportée par l'eau, et qui jouent aussi de rôle de respiration. Et vous avez ces palétuviers qui, vivant dans l'eau, perdent parfois des feuilles, et ça crée de la matière organique qui attire la faune aquatique, et donc qui en fait un habitat privilégié des poissons et autres. Et plus vous détruisez les palétuviers, vous détruisez les habitats des poissons, donc il n'y aura plus abondance de poissons, et en retour, c'est vous qui subissez les conséquences, parce que ça augmente la vulnérabilité des populations au niveau local. Et la même chose pour les ressources en bois énergie ou en bois de service. Plus vous détruisez les ressources, à un moment, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus vous approvisionner facilement en ressources, et votre degré de vulnérabilité et de pauvreté augmente. Donc, c'est un cycle infernal dans lequel ces populations vivent actuellement. Sur le plan écologique, il y a perte de biodiversité. Donc, je vous ai dit que pour une espèce, il ne reste que quelques arbres qui subsistent. Il y a aussi le fait que des poissons qui venaient nicher dans ces milieux-là ne viennent plus. Des tortues qui pouvaient venir dans ces milieux-là ne viennent plus. Donc, ça veut dire qu'en termes de biodiversité pour le pays, ce sont des pertes. Et si on vient aussi au niveau de la régulation, j'avais dit que ces palétuviers, ces mangroves jouent un rôle de régulation en piégeant parfois certains métaux lourds qui entrent dans les phénomènes de pollution. Ça veut dire qu'en détruisant
ces mangroves-là, on assiste à quoi? On assiste aussi à une diminution de la capacité de régulation de ces milieux-là. Et on connaît la conséquence de tout ça là sur l'homme que nous sommes. Donc en réalité, ces populations vivent un dilemme. Ça fait au moins 10 ans que nous travaillons avec ces populations. Elles vivaient un dilemme. Si elles n'exploitent pas ces ressources, ça veut dire qu'elles auront des difficultés à subvenir à certains de leurs besoins. Mais la surexploitation de ces ressources les met aussi dans une situation où elles vont se retrouver dans la précarité totale par rapport aux ressources naturelles. C'est pour ça qu'il faut saluer des actions. Nous, on est des chercheurs. Il faut saluer les actions des organismes, des ONG et de l'État. Je sais que l'État intervient aussi un peu dans la zone, mais pas suffisamment comme cela se devait. Il faut renforcer et soutenir davantage l'action de ces ONG parce que reboiser les mangroves n'est pas la solution non plus. Parce que plus les gens auront besoin de bois, ils iront chercher. Ça veut dire qu'il faut commencer par développer des solutions alternatives pour satisfaire les besoins énergétiques, les besoins en outils de service, en bois de construction, etc. Quand vous parlez de solutions alternatives, vous voyez quoi précisément? Non, je vois peut-être des reboisements complémentaires à vocation énergétique. Ou carrément, ça j'hésite souvent d'aller dans ce sens, c'est le mix énergétique. C'est-à-dire associer le gaz, ça peut être du biogaz, ça peut être le gaz naturel, mais connaissant les coûts par rapport au niveau de vie des populations dans ces zones, j'hésite de m'y aventurer, mais je pense que la GIZ a travaillé avec les populations de Palimé, Tchévier et Sokodé sur des modèles de reboisement à vocation bois-énergie. Donc ce sont des modèles qui peuvent être implémentés dans ces zones-là pour créer des forêts qui seront des forêts pour approvisionner le marché des populations locales en bois-énergie pour essayer de desserrer un peu le taux sur les mangroves. Alors, Madame Eda, la complexité des mangroves nécessite une gestion participative. Vous l'avez dit, comment amener les populations riveraines à jouer pleinement leur rôle sans que vous n'interveniez, puisque vous êtes tout le temps à leur côté? Ok. J'avais dit tantôt que nous avons bénéficié de l'appui de différents partenaires. Je vais juste prendre le cas du partenariat que nous avons eu avec la GIZ dans la mise en place de la réserve de biosphère transfrontière du Mono. Sur ce projet, il y a eu 2 gestionnaires mandatés qui ont été mis en place et qui sont légalement reconnus par l'État, bien sûr. Et leur rôle principal, c'est de coordonner les activités, tant les activités de restauration, de reboisement, de surveillance, tout ce qui est activité liée à la gestion de ces écosystèmes existants dans les 2 cantons, y compris l'écosystème de mangrove. Et je dirais qu'il y a même une convention locale qui a été signée. Et en plus de ça, il y a une charte de gestion qui est mise à disposition également. Et il faut avouer que les communautés ont fait de vigoureux efforts parce qu'elles maîtrisent bien les règles de gestion liées à ces écosystèmes. Et je dirais même qu'elles maîtrisent ça mieux que moi, si je peux le dire ainsi. Mais elles maîtrisent ça correctement. Et ce qui fait que, des fois sur le terrain, ils nous rapportent des informations comme quoi il y a eu des délits. Et ils ont arrêté ces personnes-là. Ils ont appliqué les sanctions qui sont dans la convention locale. Et ça, alors, c'est vraiment à ce jour, au regard des résultats que vous fixez, des objectifs que vous fixez, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont atteints par rapport aux actions que vous avez menées? Comment mesurez-vous les résultats? D'abord, si je veux donner 10, je donne 7. C'est-à-dire, si je compare l'effort que nous avons, le chemin que nous avons fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, comparé au début, c'est vraiment des efforts louables, mais il reste encore à faire. Il reste encore à faire, ça veut dire qu'on peut, au regard de ces résultats, espérer un meilleur avenir? Bien sûr, mais à une seule condition, laquelle? Que chaque acteur impliqué joue son rôle. Vous avez le sentiment que tout le monde ne joue pas son rôle? Pas que tout le monde ne joue pas son rôle, mais pas pleinement. Mais que tout le monde joue pleinement son rôle, que les communautés jouent leur rôle, les acteurs, les ONG, l'État, l'administration, bref.
tous les acteurs impliqués jouent leur rôle. Alors, professeur, au Togo, les mangroves sont situées, vous l'avez dit, dans la zone sud-est du pays, dans une zone déclarée réserve de biosphère. Alors, quel est le lien entre les mangroves et la réserve de biosphère? Oui, en réalité, vous savez, ce n'est pas le fruit d'un hasard. On a relevé le fait que ce sont des écosystèmes particuliers, mais qui sont menacés de disparition. Or, quand on parle de réserve de biosphère, c'est un dispositif, un outil de la communauté internationale pour sauvegarder des zones ayant une certaine diversité. Et donc, cette réserve transfrontalière de Togoudou et du Bas-Mono, puisqu'elle s'étend jusqu'au Bénin voisin, inclut donc les mangroves et vise à intégrer les mangroves dans un système de protection. Parce que jusqu'à présent, avant la réserve de biosphère, les mangroves n'étaient pas inclus ni dans une aire protégée, ni dans un complexe de protection, en dehors du fait que dans les dispositions réglementaires de l'État, tout écosystème situé le long des cours d'eau, même à ce niveau, la largeur n'est pas encore suffisamment précisée, le long des cours d'eau appartient à l'État. Mais c'est dit dans les textes. Mais en réalité, quand vous allez même dans nos champs un peu partout, vous vous rendez compte que les gens détruisent les forêts galeries allègrement sans que cela ne meuble qui que ce soit. Et aujourd'hui, il faut saluer le fait que cette réserve de biosphère s'installe là, et c'est avec l'appui donc de la coopération allemande que cette réserve transfrontalière a vu le jour. Et c'est un modèle particulier de réserve transfrontalière parce qu'elle intègre en même temps des aires protégées, strictement protégées, comme la réserve, les deux parcs, le parc national de Togoudou et la réserve de Togoudou, plus d'autres petites forêts, et en même temps des populations qui y vivent. Vous savez que dans le système de classification des aires protégées, dans le cas selon l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, il y a les aires protégées de catégorie 6, où il y a des zones gérées, où on peut mener des activités de façon durable. Donc la gestion durable des ressources naturelles, tout en gardant certaines activités humaines. Et donc aujourd'hui, le rapport qu'on peut mettre aujourd'hui entre la réserve de biosphère et les mangroves, c'est que la zone des mangroves est aujourd'hui inclue dans la réserve, et ça peut amener à protéger davantage ces écosystèmes-là. Parce que nous avons oublié de relever un élément, c'est l'industrie touristique, l'industrie écotouristique qui peine à prendre forme dans cette zone, parce que si vous voulez amener un touriste pour lui montrer la mangrove, ça sera difficile de le convaincre parce qu'il ne verra pas de mangrove. Alors, ça veut dire que la restauration de ces écosystèmes, le fait que ces écosystèmes soient inclus dans la réserve, peut encore relever leur niveau d'écotouristicité, de telle sorte qu'un touriste qui va à Togoudou, un touriste qui va à la mare aux hippopotames, un touriste qui va voir le singe à ventre rouge, un touriste qui va voir tel, puisse aussi être attiré à voir des écosystèmes de mangroves qui sont, comme on l'a dit, des écosystèmes particuliers. Alors, Madame Eda, on a dit que cette région, elle est partagée entre le Togo et le Bénin. Est-ce que les difficultés liées à la protection, à la conservation de ces écosystèmes sont les mêmes au Togo comme au Bénin? Oui, je dirais oui. Et il arrive des fois même qu'il y a des délits qui se produisent, et quand on arrête, on interpelle les personnes ayant causé ces délits, ce sont malheureusement nos frères béninois. Donc là, carrément, qu'est-ce que nous faisons? Nous informons les ONG intervenant sur les questions de restauration de mangroves du côté béninois, et ils agissent en conséquence. Alors, professeur, qu'est-ce qu'un pays gagne lorsqu'une de ces régions est déclarée, comme nous parlons du cas de la région comment on appelle, de la réserve de biosphère? Lorsque une de ces régions est déclarée réserve de biosphère? Non, en réalité, la réserve de biosphère veut dire que tout le monde est concerné par la protection de cette zone. Donc, en plus, le pays bénéficie des appuis techniques, financiers, parce que tout le système international
tout le droit international est plus ou moins regardant par rapport à la gestion de cette zone-là. Donc ça attire les financiers, ça attire les chercheurs et ça attire aussi conséquemment les touristes si la zone est bien gérée et qu'il y a beaucoup de ressources qui sont des curiosités touristiques. Je donnerai l'exemple de la réserve de biosphère de la Pengari aujourd'hui au Bénin, qui est un poumon de l'économie touristique au Bénin. Quand vous prenez les parcs de Serengeti en Afrique centrale et de l'Est, vous savez, ce sont des réserves qui attirent tellement de chercheurs, tellement de ressources pour faire en sorte que ces zones-là soient mieux gérées au plan national et international. Madame Aïda, aujourd'hui, le Togo est dans la dynamique de mise en œuvre de son plan national de développement. Alors, vous qui êtes de la société civile, est-ce que la préservation des mangroves y trouve une place? Oui, énormément même. D'abord, le PND, le Plan national de développement, c'est un document de mise en œuvre des ODD. Et à cet effet, dans son AS 3, je crois intitulé développement, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Voilà. Il est attendu une protection de l'environnement et la résilience aux effets liés au changement climatique. Et parlons du progrès en matière de gestion de l'environnement, eh bien, les objectifs stratégiques du gouvernement sont clairs par rapport au maintien des services environnementaux, des écosystèmes et la préservation de la biodiversité. Et cela se transparaît clairement dans le document de la stratégie et plan d'action national de la biodiversité du Togo, la SPOMB, où il est clairement dit que l'ambition du gouvernement, c'est de préserver, de restaurer, de renforcer et de valoriser la biodiversité togolaise. Donc, les actions de restauration de mangroves viennent compléter les engagements et les orientations stratégiques du gouvernement qui visent à gérer les ressources naturelles. On l'a compris. Merci pour votre analyse, Madame Yalom Aïda. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous, professeur Kwekuma Ouala. Vous êtes écologue botaniste, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Planète Idéale.